Bonjour Karine. Bonjour Florent. Je suis Florent Andrion, je dirige les activités Climate Tech de Capgemini. Et à l'occasion de la 26e édition de l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie que nous venons de publier, nous avons souhaité approfondir un certain nombre de points de la transition énergétique avec des acteurs de cette transition énergétique. J'ai donc le plaisir de recevoir Karine Vernier, qui est la directrice générale d'InnoEnergy en France. Est-ce que tu peux en 2 mots nous présenter InnoEnergy et les activités que vous avez dans la transition énergétique ? InnoEnergy, c'est une société qui a 3 principales activités. La première, c'est d'investir dans les startups qu'on qualifie de early stage, donc vraiment émergentes, à la sortie des labos universitaires. Là, souvent, c'est des innovations technologiques. La deuxième ligne d'activité, c'est d'investir, de créer des sociétés à l'échelle giga. Donc là, c'est plus une activité de start-up studio, entre guillemets, où on crée les sociétés, on recrute le top management et on lance la société pour qu'elle puisse lever des fonds et devenir une société industrielle. Donc là, par exemple, on connaît tous Verkor, mais on a également Gravity, Holosolis et d'autres. Et la dernière ligne d'activité, c'est une activité de formation-éducation, où là, on forme des jeunes qui sont encore à l'université, ou bien des gens qui sont dans le monde du travail, pour les faire participer à la transition énergétique et devenir les futurs salariés de ces startups ou de ces gigafactories. Donc un investisseur et un acteur, développeur de talents et créateur de startups industrielles. Exact. Alors, dans les thématiques qu'on a creusées cette année dans notre observatoire, il y a évidemment l'accélération de la transition énergétique. On a beaucoup parlé du renouvelable qui croît à des rythmes chaque année supérieurs à ceux qui étaient prévus. Mais il y a aussi des nouvelles énergies et des nouveaux vecteurs énergétiques dont on va avoir besoin pour assurer cette transition énergétique, et notamment l'hydrogène. Alors, on a eu une bulle de l'hydrogène, et puis ces derniers temps, on a l'impression que cette bulle se dégonfle un peu, ou en tout cas que les développements du marché de l'hydrogène sont moins rapides qu'escomptés. Comment est-ce que tu observes ces difficultés du marché de l'énergie, ou plutôt ce rythme un peu différent ? En fait, on a commencé immédiatement à produire de l'hydrogène sans se poser la question de l'intégration de l'hydrogène qu'on produisait dans une chaîne de valeur énergétique. Donc typiquement, produire de l'hydrogène à partir d'énergie décarbonée, ça va coûter beaucoup plus cher que de l'hydrogène qu'on produit déjà de manière carbonée. Et si on n'a pas un client en bout de chaîne ou une activité industrielle à décarboner, en fait, on a produit de l'hydrogène, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'en plus, il ne trouve pas client, vu qu'il est plus cher. Et donc, je pense que le marché de l'hydrogène est parti un peu tout feu, tout flamme, parce que chaque pays, à l'époque, c'était à peu près en 2020, chaque pays lançait sa stratégie hydrogène, et il y avait une forme de surenchère de gigawatts à installer d'ici 2030, de soutien public affiché. C'était chaque jour, un État membre de la Commission européenne sortait une stratégie hydrogène, dont la France. J'ai coécrit la stratégie hydrogène, donc je la connais bien. Et j'étais dans cette dynamique-là. Et au final, ça a créé une vague d'opportunités, mais qui n'était pas nécessairement intégrée dans les chaînes de valeur industrielles, comme je l'évoquais. Et du coup, on a vu un ralentissement parce que ces projets de production n'ont plus trouvé de financement au bout d'un moment, parce que économiquement, c'était compliqué de trouver des clients avec cet hydrogène beaucoup trop cher à produire. Pourtant, maintenant, on revient à une forme de... C'est un peu retour au réel, comme tu le disais. Appliquons l'hydrogène là où il est pertinent et là où les coûts peuvent éventuellement être acceptables. Quels sont pour toi les usages qu'il faut décarboner en premier ? Je pense que le premier usage à décarboner, et le vecteur hydrogène trouve toute sa place, c'est le vecteur de disruption qui va probablement changer le monde, c'est dans l'industrie. Dans l'industrie qui est fortement émettrice. Typiquement, quand on regarde Gravity, qui est un projet qui a été initié par InnoEnergy, Gravity va permettre de décarboner la chaîne de valeur de l'acier. Gravity, la seule usine de Fos-sur-Mer, va permettre de réduire de 5% les émissions industrielles françaises. Donc l'impact est majeur. Une usine, 5% de réduction des émissions de CO2 industrielles. Donc du coup, pour moi,
l'hydrogène, en premier lieu, c'est l'industrie, comme on dit en bon français, difficile à abattre en CO2, donc fortement émettrice de CO2. Le deuxième marché, ça va être la mobilité, mais pas toute la mobilité. Ça va être la mobilité à fort kilométrage ou longue distance. Pourquoi je distingue les deux ? Parce que on a souvent tendance à considérer les grands camions qui font de la très longue distance. On oublie les petits véhicules type Kangoo, utilitaires, qui circulent énormément, qui font beaucoup de kilomètres à la journée et pour lesquels un complément d'autonomie apporté par l'hydrogène est plutôt indispensable. Pour moi, c'est les deux marchés de l'hydrogène aujourd'hui. Et quid des nouveaux carburants ? Tu vois ça également dans cette sphère ou plus Alors, je vois ça dans cette sphère et moi, j'inclus dans la décarbonation de l'industrie les nouveaux carburants, D'accord. notamment les carburants pour l'aviation. Hein. Et là, on voit que le marché est pour le coup extrêmement dynamique, parfaitement intégré de l'amont à l'aval, donc de la production d'hydrogène au client final. Et on voit bien que là, il y a des projets qui sont à travers toute l'Europe annoncés extrêmement régulièrement, qui avancent. On voit, il y a une vingtaine de projets en France qui sont annoncés. Et c'est des projets crédibles, avec des clients en bout de chaîne. Quand bien même produire de l'hydrogène décarboné est plus cher que produire de l'hydrogène carboné, là, il y a un marché. Alors, vous avez lancé plusieurs initiatives. Tu as évoqué Gravity dans l'acier, décarboner l'acier. Vous avez aussi des initiatives dans la production d'engrais décarbonés, Oui. avec Fertigy. Oui. Et puis une nouvelle initiative, je ne sais pas si vous l'avez complètement annoncée aussi, autour des carburants aériens. Donc voilà, on voit que vous êtes très actif sur ce domaine-là. Qu'est-ce que vous attendez des gouvernements pour soutenir ces projets et leur offrir les conditions, leur permettre d'avoir les conditions économiques compétitives face aux alternatives carbonées ? En fait, ce qu'on attend principalement des gouvernements, c'est d'abord la régulation. C'est-à-dire que, oui, produire de l'hydrogène décarboné, ça va être plus cher que produire de l'hydrogène carboné ou utiliser un carburant pour l'aviation typiquement classique, historique. Donc s'il n'y a pas la régulation et la contrainte sur le client final qui va être d'utiliser ces produits-là pour les carburants d'aviation, en fait, il n'y aura pas de marché. Donc il faut que ce soit... Donc c'est pas juste du soutien financier, non, c'est de la réglementation. Exactement. Et je dirais que le soutien financier, il va permettre d'initier les projets. Il est fondamental parce que au démarrage du projet, en fait, on va demander à des investisseurs de se positionner sur une intention, sur un papier. Gravity, aujourd'hui, c'est un projet colossal, hein, plus de 2 milliards d'euros, une consommation électrique équivalente à quasiment une tranche nucléaire. C'est énorme, ce projet-là. Les investisseurs qui parient sur Gravity, ils ont besoin de matérialité. Aujourd'hui, Gravity, à part le terrain et le permitting et les premières études d'ingénierie, ils n'ont pas grand-chose à montrer, mais c'est normal. Donc là, l'impulsion financière de la part de l'État qui dit « moi, je crois en ce type de projet parce que je souhaite décarboner mon économie et parce que on met en place une régulation qui fait que ce produit-là qui va être produit trouvera un marché », eh ben, c'est indispensable. Donc les deux grands vecteurs, actions qu'on attend de la part de l'État, c'est la régulation qui garantit le marché et deux, l'impulsion financière qui permet de faire émerger ces très grands projets. Et pourquoi Fertigy, pourquoi Gravity et pourquoi le projet sur les carburants pour l'aviation ? Parce qu'en fait, c'est des secteurs qui sont fortement émetteurs de CO2 et l'hydrogène décarboné trouve toute sa place de disruption sur la production. Et c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a adressé ces premiers secteurs industriels en premier. Est-ce que dans ces trois projets, tu rencontres les mêmes oppositions, en tout cas, ou argumentations qu'on entend lorsqu'on parle de l'hydrogène décarboné ? Beaucoup reviennent en ce moment en disant bah oui, mais tout ça, c'est trop cher. Malgré tout, ça reste trop cher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça revienne dans des niveaux de prix comparables ? Est-ce que d'abord, c'est envisageable ? Tu l'as dit, hein, c'est plus cher à produire. Et sinon, quelle est la limite acceptable à laquelle il faut arriver à faire revenir
le prix de ces molécules pour permettre le décollage du marché? Alors, tout va dépendre de la taille, parce que dès lors qu'on est à l'échelle giga, on a quand même des économies d'échelle qui sont extrêmement importantes. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'intégration verticale. C'est-à-dire que on a Gravity, pour rester sur cet exemple-là, qui va produire l'hydrogène dont il va avoir besoin pour décarboner la production de fer. Et on n'a aucune marge entre les deux puisqu'il est intégré verticalement. Sinon, s'il achetait son hydrogène, on aurait la marge du producteur d'hydrogène et en plus la couverture de ses risques industriels et financiers. Et donc on empilerait des surcoûts qui font qu'effectivement, à la fin, ça ne serait pas acceptable par le marché. Aujourd'hui, le fer décarboné qui va être produit par Gravity, il va être acceptable par le marché en termes de prix, puisqu'il y a déjà des engagements de commande sur ce qui va être produit à horizon 2027. Donc le marché sera là. Notamment par l'évitement de coûts de carbone. Par l'évitement de coûts de carbone, par les économies d'échelle, par l'intégration verticale. Tous ces facteurs-là contribuent à une réduction du coût du produit final. Alors, on en parlait un peu avant le début de l'enregistrement. Tous ces projets sont des projets industriels et des projets d'infrastructure, donc assez lourds et assez longs, pendant lesquels, notamment ces nouvelles générations d'acteurs, contrairement à des acteurs établis, n'ont pas de revenus, ou très peu. Comment est-ce que vous, Eno Energy, vous les accompagnez dans ces périodes qui ont des hauts et des bas, comme tout projet industriel, pour à la fois les accompagner dans la maturation de leur projet, mais aussi les aider à trouver les bons investisseurs, les bons financements? Comment est-ce que vous êtes leur partenaire à ses côtés? Déjà, on les accompagne sur tous les volets RH, communication. C'est important de faire et surtout de faire savoir dans ces cas-là, parce qu'effectivement, il y a une matérialité à prouver d'avancement du projet. Sur les volets techniques, en général, les gens qui sont recrutés dans ces structures-là sont extrêmement compétents, donc on n'a pas un apport significatif. En revanche, sur le volet levée de fonds, oui, on apporte beaucoup. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise notre écosystème. Notre écosystème, c'est quoi? C'est tout l'environnement industriel et financier qui entoure Eno Energy. D'abord, nos actionnaires, dont fait partie Capgemini, sont les premiers à être contactés pour savoir s'ils souhaitent investir dans un projet de cette nature. Et nos actionnaires étant très proches de nous, ils en connaissent la nature. La complexité, le délai avant de commencer à générer du chiffre d'affaires. Donc, nos actionnaires sont les premiers à être contactés. Et puis ensuite, on ouvre le cercle. En général, dans les premières phases de développement, on vise à aller chercher des acteurs industriels stratégiques qui vont apporter leurs compétences au projet. Et puis dans les levées suivantes, donc à partir des séries A+, B, etc., on va chercher des investisseurs financiers qui vont faire de l'ingénierie et amener beaucoup plus de capacité au projet, parce que dès lors qu'on entre en phase de construction, les besoins en financement sont absolument massifs. Donc 2 phases dans les levées de fonds. D'abord les stratégiques et ensuite les financiers. Et puis, on accompagne également nos sociétés dans la sollicitation de subventions, donc de financement non dilutif, tant auprès des États membres que auprès de l'Europe. Et puis, on encourage également à avoir une intervention des États en equity, parce que ça marque le support de l'État, l'engagement de l'État dans ces projets. Alors évidemment, on espère toujours que ce soit plus que symbolique, mais le symbole est également important. Alors, on sort de votre événement annuel, Eno Energy, le Business Booster, comme vous l'appelez, qui rassemble tous vos partenaires, vos startups. Vous êtes à l'avant-garde de l'innovation, parce que vous investissez assez tôt dans les sociétés, voire vous accompagnez leur création. Qu'est-ce que tu vois? On a beaucoup parlé donc du renouvelable, là, l'hydrogène. C'est quoi pour toi les prochains paris de la transition énergétique? Question complexe. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur le photovoltaïque.
Aujourd'hui, le photovoltaïque n'est plus contesté comme énergie renouvelable. On en installe des quantités massives. Ce qui pose un problème, c'est qu'on installe des quantités qui viennent de Chine. 95% des panneaux installés en Europe sont chinois. Et on n'a aucune souveraineté, on a perdu le savoir-faire, on n'a plus de grande capacité industrielle, ni en France, ni d'ailleurs dans toute l'Europe. Hein. Et ça, c'est un sujet. Et je pense que c'est un vrai défi. Et on ne peut pas laisser la situation s'installer comme celle-là. Là, on est dans une situation qui est presque absurde, c'est-à-dire qu'on a la réglementation qui arrive en avance de phase, on a les capacités de production qui essaient de se dépêcher, mais qui ne sont pas encore prêtes, et donc du coup, on installe de manière massive des produits chinois. Donc ça, c'est un défi, il faut que vraiment on y réponde en tant qu'Européens, souverains, et maître de nos destins. Et puis en plus, ça crée des emplois. Et les emplois dans ce domaine-là, c'est toujours des emplois qui sont associés à de la fierté. On est content de travailler dans ce type d'usine. Donc pour moi, gros sujet sur le photovoltaïque. Ouais. Ensuite, je pense que on n'a pas assez misé sur les énergies de la mer. Nous, on a pas mal de startups qui sont dans ce domaine-là. Et je pense que les technologies progressent, permettent de produire sans pollution visuelle et dans des quantités qui sont suffisamment importantes pour qu'on ait un coût au mégawattheure qui soit acceptable. Et je pense que ce sera un relais dans le mix énergétique décarboné européen. Et puis il y a une autre thématique que moi j'ai vue cette année, c'est celle de la circularité, du recyclage. Oui. Que ce soit dans les batteries, dans les panneaux solaires, vous avez aussi dans votre portefeuille des belles sociétés là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'émergence là dans votre portefeuille de sociétés de circularité. Complètement. On voit qu'une des principales difficultés dans l'énergie, dans la transition énergétique, c'est l'accès aux matières premières. Et la première solution pour alléger cette difficulté-là, c'est de recycler. Et donc, on s'en est rendu compte très rapidement et on a misé sur des startups qui font du recyclage. Et comme tu le dis, dans les domaines des batteries, on a typiquement Mekaware, qui est une société qui est très prometteuse, qui est capable de recycler des chimies différentes, qui n'est pas mono-chimie et qui, à mon avis, est une future pépite du portefeuille. On a aussi Rosy dans le domaine photovoltaïque. Et Rosy Solar a installé sa première usine en France et regarde une expansion internationale en Allemagne et en Italie. Donc on a une capacité d'expansion de cette société qui montre qu'on a eu raison de miser un peu plus tôt que les autres sur l'économie circulaire. Un beau portefeuille qui couvre beaucoup de thématiques de la transition, la batterie, l'hydrogène, le solaire, la circularité. On a eu cette année une économie un peu plus compliquée pour les investissements, mais j'entends ton message de résilience, tenir bon, c'est des projets dans la durée. Lors du TBB, on a beaucoup parlé des licornes, comme cet animal mythique qui a beaucoup fait parler de lui. On veut des licornes dans le portefeuille. En fait, vous avez plus que des licornes, ou c'est pas tellement des licornes, vos sociétés. Ça doit être des centaures ou ces fameuses sociétés qui résistent un peu à tout. On a des sociétés qui correspondent à différents animaux. C'est un vrai zoo, notre portefeuille. Mais surtout, et ça, on insiste énormément là-dessus, on a en portefeuille des sociétés industrielles. La start-up, c'est un terme qui correspond à, comme on le disait tout à l'heure, plus du digital, plus de... Là, on est vraiment dans des objets industriels qui consomment énormément de CAPEX. Et dès lors que la preuve de concept est faite, on bascule dans le monde de l'infrastructure, mais pas du tout dans le monde de la start-up nation tel qu'on a pu le côtoyer dans les années 2020. Merci Karine. Donc, en synthèse, InnoEnergy, vous êtes accompagné des acteurs dans toutes les dimensions de la transition énergétique et il faut le rappeler, on aura besoin d'un mix de solutions pour décarboner. L'année prochaine, votre événement, le Business Booster, aura lieu à Paris, les 7 et 8 octobre 2025. Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à vous retrouver l'année prochaine au TBB.
Merci Merci Karine. beaucoup. À bientôt. À bientôt.